Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode en français de Leaders on Purpose podcast. Je suis Manal Bernoussi, je suis très heureuse de partager avec vous ces conversations qui nous nourrissent, qui nous motivent et qui nous donnent un coup de boost. Dans ce podcast, on s'intéresse au parcours de leaders qui nous inspirent, des leaders nationaux ou internationaux. On apprend à les connaître et nous faisons cela non pas via leurs accomplissements, qui sont certes nombreux, mais plutôt en se connectant à ce qui nous lie tous, la vie, cette expérience humaine que nous partageons avec ses hauts, ses bas, ses apprentissages, les choix qui l'accompagnent, un concentré de sagesse et d'expérience et une bonne dose d'inspiration. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur d'accueillir M. Riyad Mzour, ministre de l'Industrie et du Commerce du Royaume du Maroc. Il a été nommé le 7 octobre 2021 par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Diplômé de l'École Polytechnique fédérale de Zurich, M. Riyad Mzour entame sa carrière professionnelle en Suisse en tant qu'ingénieur en recherche et développement au sein du groupe ABB avant de rejoindre le cabinet Deloitte en tant que consultant en stratégie. De retour au Maroc en 2003, M. Riyad Mzour occupe successivement plusieurs fonctions dans le secteur privé, notamment en tant que directeur général de Suzuki Maroc. À partir de 2013, il occupe la fonction de directeur du cabinet du président du Conseil économique, social et environnemental, avant de rejoindre en 2019 le ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique en tant que chef de cabinet du ministre Moulay Hafid Al-Alami. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur Leaders on Purpose podcast. Bonjour et merci de m'accueillir, Manal. Merci à vous pour votre confiance. Alors, monsieur le ministre, le parti pris de ce podcast, c'est vraiment de mettre le focus sur l'élément humain, parce que c'est réellement aussi impactant pour le développement et les grandes ambitions que nous avons pour notre pays. Comme vous le savez, derrière chaque projet d'investissement, il y a des hommes et des femmes qui vont interagir, qui ont des convictions, qui ont peut-être aussi des façons de fonctionner qui peuvent les servir et leur desservir. Et donc, il me paraissait vraiment essentiel d'accompagner ce développement humain en proposant ce type de conversation. En tout cas, merci de m'y accueillir et je suis prêt à jouer le jeu. Merci beaucoup. Alors, ma première question pour vous, monsieur le ministre, serait quels sont les 4 ou 5 moments clés de votre parcours qui vous viennent spontanément à l'esprit, que ce soit dans le parcours personnel ou professionnel, et que vous pouvez partager avec nous. Vous avez la journée ? Yallah. Alors, sur 5 moments, bien évidemment, il y a des moments de grand vide et devant la montagne et la responsabilité. Alors, 2 moments qui me viennent spontanément à l'esprit, c'est bien sûr l'honneur que m'a fait Sa Majesté en me nommant à la tête de ce ministère. Puis c'est en même temps un énorme honneur et un énorme vide et une énorme montagne qu'on voit devant nous. Donc 2 sentiments énormes de responsabilité et de vide. Le deuxième moment qui me vient à l'esprit de vide abyssal, c'est à la naissance. Vous savez, on a une tradition au Maroc, la naissance du premier enfant, le papa vient lui murmurer le adhan à l'oreille. Et donc c'est le moment où on le prend pour la première fois dans les bras. Et donc le premier contact physique avec son enfant, et on lui murmure ça, et en lui murmurant ça, déjà je perdais mes mots, je commençais à avoir les jambes qui tremblaient, et puis j'avais un sentiment de vide abyssal devant moi par rapport à ce petit bout de chou qu'il fallait accompagner tout au long de sa vie. Donc voilà, 2 grands moments fondateurs pour moi. Puis après, plein de petits moments, des hauts, des bas, des accidents, des rencontres qui sont multiples. Et on va venir un petit peu piocher dans cette expérience-là pour voir comment cela peut aussi nous aider, nous inspirer. Alors, monsieur le ministre, moi j'ai la grande chance, de par mon métier, de suivre de près vos interventions lors des conférences. Et je remarque que vous avez très peu souvent des notes. Enfin, vous les utilisez en tout cas pas. Il faudra qu'on pose la question à votre équipe. Et il y a une forme de spontanéité et on sent que vous portez en vous un sens profond de l'optimisme. Alors ma question, quel est le moteur de cet optimisme ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu autour de vous en grandissant, ou est-ce que c'est une conviction personnelle qui vous permet d'aller de l'avant ? Alors, c'est les deux. C'est les deux. D'abord, je n'utilise pas forcément toutes les notes qu'on me donne, mais on me les prépare. J'y puise beaucoup d'informations et beaucoup d'orientations sur lesquelles les équipes travaillent avec beaucoup de professionnalisme, et je les en remercie. Puis en dehors de ça, oui. Alors, moi, je ne vois pas ça comme de l'optimisme. Je vois ça comme une conviction, une foi profonde
en notre potentiel. Et je déteste cacher du potentiel. Et donc, je me sens missionné pour aller chercher notre plein potentiel. D'abord parce qu'on en a besoin. Ouais. On en a énormément besoin. C'est une nécessité. C'est même une question, je considère ça comme une question de survie. On a beaucoup de jeunes qui attendent qu'on leur prépare, qu'on leur mette les conditions en place pour qu'ils prennent leur pleine place dans la société, qu'ils contribuent économiquement à cette société, qu'eux-mêmes puissent réaliser leurs ambitions et leurs projets d'avenir, même personnels. Et c'est une responsabilité que de leur offrir les meilleures conditions et d'utiliser le plein potentiel qui est offert à nous pour leur préparer ces conditions. Donc ce n'est pas de l'optimisme, pour moi c'est une urgence et une nécessité. Merci beaucoup. J'aimerais creuser un petit peu plus sur l'autre aspect de ce volet-là. Il y a les feedbacks constructifs, et je pense que là, ceux-là sont importants à prendre, mais il y a aussi parfois dans nos vies des énergies négatives. Et parfois, c'est un peu plus dur à encaisser. J'aimerais vous poser la question, comment vous gérez les naysayers, comme diraient nos amis anglo-saxons? Qu'est-ce qui vous permet d'aller au-delà de cette énergie négative et de vous en prémunir? Alors, il y a l'aspect théorique et l'aspect pratique. Allons-y pour les deux. On va commencer par la théorie, on va faire très simple. Ceux qui ont fait du marketing savent qu'on a toujours les 18% ou les 20% qui vous suivent, les 60% qui suivent la tendance et les 20% qui bloquent quand on lance une nouvelle tendance ou un nouveau produit. Donc en théorie, on sait sur qui s'appuyer pour faire avancer un projet, faire avancer une ambition, faire avancer un programme. Et ces proportions se retrouvent d'une manière assez intéressante tout le temps à ce niveau-là. Après, dans le côté pratique, ça dépend de l'influence et du poids de ces naysayers, comme vous dites, que ce soit une influence proche, ça veut dire que ce soit des naysayers parce que c'est quelque chose qui peut toucher la famille, ou qui peut toucher la santé, ou qui peut toucher... Et là, on fait un petit peu attention à ne pas heurter ses proches et ses moins proches parce qu'on essaye de faire. Il y a des naysayers parce que c'est des naysayers tout court. Ils sont là, ils vous disent chauffe le bsqdkiwatik, c'est hweta hweta, on a machi swid, et on ne devrait pas faire ça, on n'est que le Maroc, etc. En général, je me rebelle. Voilà. Je supporte pas ça. Je considère qu'on est une civilisation extrêmement profonde qui a réalisé tout au long de son histoire et qui continue de réaliser des prouesses si tant est qu'elle se donne l'ambition de le faire, et que chaque personne, d'une manière générale, et encore plus ceux qui sont autour de nous, donc ça veut dire nos concitoyens, sont capables de tout réaliser. Encore ce matin, on a fait une conférence sur le spatial, sur l'industrie spatiale, ce qui semble d'une manière générale assez lointain. Eh ben, on fabrique des pièces pour l'industrie spatiale, on réfléchit à l'industrie spatiale, on a lancé 2 satellites, on a conçu des microsatellites, on a des Marocains au Maroc et dans le monde qui contribuent à cette industrie, et on ne s'interdit aucune ambition. Donc, ne rien s'interdire. C'est ça, ne rien s'interdire, et puis y croire, s'il faut bien démarrer. Y croire, on est capable de tout. Absolument. On est capable de tout réaliser. Et ça, c'est une conviction profonde. Après, oui, on sait qu'il y aura 20% de naysayers, 20% de yes-sayers et 60% de gens qui vont suivre la tendance. Monsieur le ministre, je ne peux pas vous recevoir à ne pas parler du Made in Morocco. Si vous n'en aviez pas parlé, j'en aurais parlé. Alors, l'image du Made in Morocco a fortement évolué ces dernières années. Je pense encore, il y a quelques temps, les commerçants mettaient en avant quand un produit venait de l'étranger comme étant un gage de qualité, n'est-ce pas? On sent réellement maintenant que les choses ont changé. J'ai une question en termes de perception. Quand on pense à la Suisse, on pense à la précision, à la neutralité. Quand on pense à l'Allemagne, on pense à la robustesse et peut-être à la rigueur. Quand on pense à la Chine, on pense au bas coût et à l'efficacité. Quand on pense au Made in Morocco, qu'est-ce qu'on a envie que le consommateur perçoit? À la qualité, à l'engagement et à la créativité. Le Maroc, le produit marocain est un produit qui est reconnu mondialement comme un produit de qualité, avec l'un des meilleurs rapports qualité-prix. Je vais vous donner un exemple.
Par exemple, sur le textile, on est un grand exportateur de textile. Alors on nous dit on fait de la minute, etc. Non, on fait de la création, on fait du produit. La plupart des acheteurs et des donneurs d'ordre, qu'ils soient nationaux ou internationaux dans le textile, aujourd'hui demandent des collections et demandent des créations. Et donc c'est nos petites mains et nos petites têtes qui créent et qui proposent ces produits-là. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le pays qui exporte, par exemple, vers l'Europe, qui a le 2e ou le 3e plus gros salaire. Je sais que ce n'est pas suffisant pour les compétences qu'on a et qu'on travaille toujours pour qu'ils aient mieux, mais par rapport à nos concurrents, on va comparer à l'Égypte, par exemple, on est 3 fois plus cher en salaire. Mais on est meilleur en créativité, en productivité, en rendement, en authenticité aussi et en stabilité. Et donc, au-delà de tout ça, le produit marocain n'a pas encore réussi à se démarquer, à se donner une entité autre qu'une identité qualitative. Nous avons le produit artisanal qui a une identité, nous avons le produit moderne que nous fabriquons, où on sait que le Marocain le fabrique et le conçoit avec précision et qualité. Et aujourd'hui, on travaille sur le Invented in Morocco, on travaille sur la Moroccan Quality, on travaille sur le Moroccan Design, où on va commencer, il y a quelques initiatives qu'il faut encourager, développer, industrialiser, où on va commencer à donner une identité propre aux produits marocains. Aujourd'hui, c'est déjà très bien que le consommateur marocain international, quand il voit Made in Morocco, il sait que c'est de la qualité et c'est le meilleur rapport qualité-prix. Mais plus tard, quand il verra le Made in Morocco, avant, quand il voyait le Made in Morocco, il disait c'était folklorique, joyeux, authentique, fait main, etc. Et donc, il va falloir mélanger entre cette identité-là et cette qualité-là et les faire se rejoindre dans une nouvelle créativité. On voit de nouveaux créateurs émerger, on voit de nouvelles marques émerger et qu'elles s'approprient cette identité et qu'elles aillent conquérir le monde avec. Donc, qualité, créativité, authenticité. Et authenticité aussi. Alors, vous avez cité tout à l'heure le Invented in Morocco. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus? Alors voilà, le principe est le suivant. On a installé le Made in Morocco, c'était pas simple. Beaucoup de travail, de persuasion et aussi de travail sur le terrain pour que le produit marocain soit d'abord de meilleure qualité et un bon rapport qualité-prix et une marque ou des marques qui identifient, qu'elles soient nationales ou internationales d'ailleurs, et puis que les consommateurs, paradoxalement d'abord étrangers, puis ensuite marocains, lui fassent confiance. Et aujourd'hui, on est heureux de voir que beaucoup d'enseignes commencent à faire des campagnes sur la base du Made in Morocco. Ça veut dire, et même en voyant les sondages, ça veut dire que les Marocains préfèrent les produits de chez eux, ce qui n'était pas évident. Hein. On vient d'un pays où on dit Adal Barra, c'est mieux, ça voulait dire mieux. Maintenant, non. Le Made in Morocco remplit les gens de fierté. Alors, le Invented in Morocco, c'est quoi? Invented in Morocco, c'est que les Marocains ont évolué. Les Marocains ne sont plus seulement des ouvriers et des ouvrières qui produisent, mais ce sont aussi des ingénieurs et des ingénieurs. Je suis fier que 50% des ingénieurs soient des femmes chez nous. Oui. Et c'est un taux hyper élevé exceptionnel dans le par monde. Par rapport à d'autres pays dans le monde, y compris des pays qu'on dit développés. Et aujourd'hui, nous commençons à concevoir des solutions qui sont extrêmement appréciées au niveau mondial et qui sont aussi utilisées au niveau national par nos entreprises. On conçoit des modèles textiles de très très haute qualité, on conçoit des voitures, on commence à concevoir des moteurs d'avion, des avions et des appareils, des cartes électroniques, enfin, you name it. Les Marocains commencent à concevoir les solutions, on commence même à faire des plans de machines. Les Marocains font les plans et les Allemands les fabriquent. Ah ah. Voilà ce que c'est le Invented in Morocco. Un petit roulement de tambour. Magnifique. Quelle est la place de l'intelligence artificielle dans tout cela? Elle est partout. L'intelligence artificielle fait partie de notre vie quotidienne aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de débats il y a 3 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pays qui interdisaient ça, les universités qui ne voulaient pas en entendre parler, etc. Moi, j'ai un fils de 15 ans qui utilise l'intelligence artificielle pour ses devoirs et qui le déclare. Hein. C'est pas... il le fait de manière très spontanée. L'intelligence artificielle est partout, fait partie de notre quotidien. Après, on doit la maîtriser. Ça veut dire
comprendre tous les aspects, toutes les ouvertures qu'elle offre et les possibilités qu'elle offre. Donc ne pas restreindre, donner, encourager, développer l'acquisition de tous les outils et qui se développent et qui arrivent de manière formidable aujourd'hui. Ensuite, on doit aussi utiliser nos capacités propres pour pouvoir développer un apprentissage, apprendre à cette intelligence artificielle ou à certaines intelligences artificielles, parce qu'il y en a plusieurs, à mieux répondre à nos besoins, à nos spécificités, à nos projets. Et c'est un apprentissage à donner. Et puis, dernier étage de la fusée, je pense qu'on a des cerveaux assez intéressants, notamment au niveau des algorithmes mathématiques, contribuer à l'enrichir et à trouver les meilleurs chemins pour trouver des solutions par rapport au cœur et au noyau de réflexion et de processing de cette intelligence artificielle. Alors, Monsieur le ministre, j'ai donné l'opportunité à notre audience de vous poser certaines questions. Et une question qui est venue, c'est de savoir si, selon vous, le Maroc est sur la bonne voie. Oui, c'est une conviction profonde. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent des questions. Je vais vous dessiner, donnez-moi 3-4 minutes. Bien sûr, on a tout le temps nécessaire. Pour vous expliquer un peu cette trajectoire de notre pays depuis 25 ans. Il y a 25 ans, on rentrait dans l'ère de la mondialisation. La Chine est en train de de commencer à devenir l'usine du monde. Et le Maroc s'attendait à une arrivée massive de jeunes. Le dividende démographique commençait à croître. Il fallait se poser la question, est-ce que notre modèle économique de l'époque nous permettait d'être en mesure d'affronter toutes ces situations, de pouvoir accueillir, de pouvoir offrir ces opportunités. Et ça n'est pas ce modèle économique d'un pays qui était fermé sur lui-même, qui n'avait pas d'avantages compétitifs, qui n'était pas relié au monde, qui ne faisait qu'importer ce dont il avait besoin, son énergie, un peu de nourriture, et puis quelques appareils pour équiper les ménages qui s'équipaient de manière très lente. Vous vous souvenez, les plus anciens s'en souviennent, une télévision coûtait 35 000 dirhams à l'époque couleur. Je ne sais pas si vous... Un petit truc comme ça. Et un réfrigérateur, c'était quelque chose qui était très luxueux pour les Marocains. Pourquoi ? Parce qu'on protégeait la petite industrie que nous avions ici. Alors c'est quoi qui a été fait ? Et c'est pour vous dire que c'est pas le fruit du hasard. On s'est dit, si on veut accélérer le développement de notre pays et être en mesure d'accueillir ces nouvelles générations, il faut qu'on puisse capter de la richesse de l'extérieur. Il faut qu'on puisse échanger plus vite et exporter plus. Et pour exporter plus, il fallait quoi ? Il fallait ramener des gens qui investissent chez nous, qui nous fassent confiance, qui produisent et qui exportent. D'accord ? Ramener de l'étranger ou même orienter les Marocains vers ça. Donc, ça demandait des investissements terribles. Investir dans les infrastructures. On nous disait, mais attends, et les jeunes aussi aujourd'hui se posent des questions. Mais pourquoi t'investis dans le TGV, dans un port, alors que j'ai besoin d'une bonne école d'ingénieur, j'ai besoin d'un bon hôpital, j'ai besoin d'une bonne école, j'ai besoin de la route pour arriver dans mon doigt, et toi tu es en train de perdre de l'argent pour investir dans un grand port. J'investis dans un grand port pour pouvoir être en mesure d'attirer des investisseurs qui vont produire, et à travers ce grand port, envoyer notre marchandise au monde, pour pouvoir te créer de l'emploi, me créer de la richesse de manière permanente, et avec cette richesse qu'il me crée, je vais investir dans la route, dans l'école et dans l'hôpital. Donc on a fait ça, on a investi lourdement dans les infrastructures. 25 ans, même 50 ans avec les barrages, etc. Si on n'avait pas les barrages, on aurait eu encore moins d'eau aujourd'hui, etc. Deuxième chose, on s'est dit, maintenant, quand ils sont là, on a les infrastructures, mais il faut qu'ils puissent accéder à des marchés. Donc on a fait des accords de libre-échange. Tout le monde nous dit, mais pourquoi vous faites des accords de libre-échange ? On est en train de perdre dessus. Mais si je viens, je ramène quelqu'un, je lui fais, tu vas faire 200 000 ou 300 000 voitures dans une usine. Et le marché marocain à l'époque était 200 000 voitures. Il m'aurait dit, mais tu rigoles, je vais les vendre à qui ? Donc il a bien fallu que je fasse des accords de libre-échange, qu'on fasse des accords de libre-échange avec de grands groupes. Et des groupes où il y a des clients qui ont de l'argent, qui peuvent acheter nos produits. Et donc on a fait des accords de libre-échange avec ça. Une fois qu'on a fait ça, c'est bien. Les gens qui vont venir, ils nous disent, mais vous savez faire ça ? Toi, tu sais faire une fusée ? Non, je ne sais pas faire une fusée. À l'époque, on me disait, tu sais faire une voiture ? Je disais, non, je ne sais pas faire une voiture, mais je vais apprendre. Et mes jeunes, ils seront très bons. Donc on a fallu qu'on mette la formation en place pour le faire.
Une fois qu'il a fait ça, il te dit, mais toi, et comme on entend beaucoup, hein, les jeunes le disent aussi beaucoup, toi, tu es un pays, il y a beaucoup de corruption. C'est compliqué de venir chez toi. Il faut passer sur le bureau 1, il faut donner le café au bureau 1, au bureau 2, au bureau 3, et je vais attendre des années. Il a fallu leur mettre en place des zones, et c'est pour ça que vous nous dites, ouais, pourquoi vous faites des zones pour ces investisseurs? Des zones où quand ils viennent, ça se passe très bien, il n'y a aucun problème, c'est rapide et ils les exécutent, etc. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été pensé, qui a été structuré. Quand je demande à un pays de m'ouvrir son marché, il me dit, ouvre-moi le tien. Bah oui. Donc celui que je protégeais, il est plus protégé. Donc j'accepte non seulement de dépenser énormément pour faire les infrastructures, mais j'accepte aussi de mettre en danger mon outil productif de l'époque, ça s'appelle du schumpeterisme en économie, de faire de la destruction créatrice, de mettre en danger pour créer quelque chose de plus gros et de plus fort. Donc voilà ce qu'on a fait. Et ça commence à donner des résultats. Le Maroc commence à se positionner. Le Maroc commence à être reconnu comme une plateforme industrielle. Le Maroc, qui avait 4-5 millions de touristes il y a encore 20 ans, on a fait 17 millions aujourd'hui. Et donc tout ça, c'est de la création d'emplois. Et tout ça, ça n'est que le début. Il y a 20 ans, ou là 25 ans, quand on présentait notre dossier pour la Coupe du Monde, on nous rigolait dessus. ça prenait pas beaucoup. Aujourd'hui, quand on présente notre dossier pour la Coupe du Monde, on est le seul candidat et celui qui voulait être en face se dit je vais attendre, je vais aller à la prochaine fois. Et donc voilà, on est en train de prendre notre place. Ce n'est que le début du chemin. Chaque génération et chacun aura sa sueur, son effort à faire. C'est pas gagné, c'est pas fini. On ne sera jamais dans une zone de confort. Mais il va falloir continuer à travailler, continuer à s'acharner pour faire en sorte que ça aille mieux. Mais j'ai la profonde conviction qu'on est sur le bon chemin. Après, de temps en temps, il y a des trucs à corriger, bien évidemment. J'espère qu'on a l'ouïe assez fine pour entendre les bruits qui nous permettent de corriger les trajectoires. Inch'Allah, absolument. Inch'Allah. Les priorités pour vous, sur les choses à corriger? L'emploi. Ouais. Alors, les priorités, c'est aujourd'hui qu'on puisse déjà retrouver un chemin critique dans cette nouvelle mondialisation, dans cette nouvelle fragmentation, dans ces nouvelles guerres économiques. Quand la mondialisation était en train de se faire, on a trouvé notre chemin, on s'est préparé, on a fait une trajectoire où on est hyper fit aujourd'hui pour la mondialisation. On est l'un des pays les plus compétitifs au monde pour les trajectoires que nous avons choisies. Aujourd'hui, avec cette fragmentation, il faut retrouver de nouveaux chemins. On en a profité un peu, cette fragmentation, avec certaines relocalisations, etc. Mais la visibilité n'est pas encore claire et il faut qu'on trouve notre chemin de manière intelligente, comme on l'a toujours fait. Il y a quelque chose de paradoxal, Monsieur le Ministre, et je vais terminer sur ça, mais juste pour que vous nous l'expliquiez. Il y a quelque chose de paradoxal avec la hausse du taux de chômage, malgré tous ces efforts, ces beaux projets et cette vision. Je comprends le paradoxe. Alors, le taux de chômage est en hausse. Il n'y a aucun doute là-dessus et personne ne peut le contester. Quand on voit le nombre de personnes qui travaillent au Maroc, on a perdu depuis 3 ans 100 000 emplois. Bien. Après, on regarde à l'intérieur, qui a perdu, parce que quand on veut corriger, on regarde ce qui se passe. Alors dedans, on voit que tous les emplois qu'on a perdus, ce sont des emplois non rémunérés. D'accord? Donc c'est des gens qui déclaraient qu'ils travaillaient, mais ils travaillaient pour aider. كيعاون في البيسري كيعاون في الفيرما كيعاون في هذا دابا هذاك اللي كان كيقول كنعاون في البيسري وكنعاون في الفيرما ما بقاش كيقول انا خدام دونك هادو كلهم مشاو. Maintenant on regarde l'autre partie rémunérée. L'autre partie rémunérée, sur les 3 ans, on a créé 342 000 nouveaux emplois, 352 000 nouveaux emplois. Dedans, il y a aussi une partie de l'emploi qui a basculé vers l'emploi salarié, il y avait du non rémunéré qui a basculé vers le salarié, il y avait du non salarié qui a basculé vers le salarié, ce qui fait qu'on a créé en 3 ans plus de 600 000 emplois salariés. Ça, c'est les statistiques du HCP. Donc la dynamique de création d'emplois aujourd'hui est plus ou moins entre 150 000 et 200 000. Elle n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante. Le taux de chômage augmente parce que le non rémunéré baisse, pour différentes raisons, parce que aujourd'hui, il y a le fameux scoring qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de dire qu'ils travaillent, même s'ils travaillent, que les gens n'ont plus envie de travailler sans rien en retour, ce qui est tout à fait normal, alors qu'il y avait 1 million de personnes qui travaillaient sans rien en retour, qui étaient déclarées dans ces statistiques-là.
etc. Les femmes notamment, le pourcentage aussi du taux d'emploi Voilà, des femmes. le taux d'emploi des femmes était bas, il restait bas. On est à 20%, qui est pas, c'est pas très exceptionnel, et on perd énormément d'opportunités par rapport à ça. Alors, c'est aussi en lien avec la jeunesse de la population. L'âge moyen de la population marocaine est de 29 ans. Quand on va comparer à d'autres pays où il est de 35, 36, 37, c'est en général l'âge où la femme retourne au travail. Parce qu'il y a cette phase des premiers enfants où, bien sûr, où beaucoup de femmes se sacrifient pour leur famille. Et puis après, une fois que le dernier enfant arrive à l'âge de l'école ou du préscolaire, et tant mieux, le préscolaire va aider à ce retour-là, on voit un retour. C'est aussi l'âge moyen de la population qui se décale, le nombre d'enfants qu'on fait qui est moindre, qui va nous permettre aussi d'avoir plus de femmes au travail. Au niveau de l'industrie, by the way, on a 42% de femmes. Oui. Et on en est assez content. Alors, donc, taux de chômage élevé. La difficulté, c'est quoi? C'est qu'on a aujourd'hui des cohortes de 600 000 jeunes qui arrivent chaque année. On est au pic du sommet de la montagne, comme dirait l'autre, de notre dividende démographique. On croyait que ça allait arriver en 2040, c'est maintenant. Parce que la courbe, on est déjà dans le taux de remplacement négatif aujourd'hui, avec le dernier recensement qui nous sort 1,9 enfants par femme, on est en taux de remplacement négatif. Donc la population a atteint son palier. Donc on a des cohortes de jeunes importantes qui arrivent, 600 000 plus ou moins à peu près. Dans les 600 000, si on compte qu'il y a 70% qui veulent travailler, parce qu'en général 70-30 dans les pays, d'accord, on est à 420 000 qui ont envie de travailler, qui veulent contribuer. Sur les 420 000 qui ont envie de contribuer, il y a 120 000 qui quittent chaque année le marché du travail. Soit ils vont à la retraite, soit ils décèdent. Donc il reste 300 000. Et quand on est dans une dynamique qui crée 150 000 à 200 000, il reste 100 000 à qui on doit trouver des solutions. Beaucoup de solutions dans les 100 000 aujourd'hui, entre 60 et 70 000 qui émigrent, d'autres qui se recyclent, mais c'est un potentiel qu'on est en train de perdre, sur lequel on doit travailler. C'est pour ça que mon message aux entreprises aujourd'hui est très simple, c'est du x2, pas x2 en chiffre d'affaires, pas x2 en valeur ajoutée, mais x2 en emploi. Je vais vous parler aussi d'un fait qui va évidemment mobiliser tout le peuple marocain, qui est la Coupe du Monde 2030 qui arrive bientôt. Le moins qu'on l'en puisse dire, c'est que depuis la précédente, il y a un sentiment, il y a un regain d'espoir, un sentiment du tout est possible, comme vous le disiez tout à l'heure. Et on a senti à quel point c'était galvanisant quand l'état d'esprit général est positif. De votre point de vue, qu'est-ce qu'il nous faudrait collectivement pour qu'on puisse relever le défi de la mise à niveau de nos infrastructures, notre système de santé, notre capacité d'accueil? Il nous faudrait quoi pour qu'on réussisse ce challenge-là? On va réussir, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on va se transformer collectivement? Est-ce que ça va être un vecteur de transformation humain? Parce que vous avez raison, l'humain est au centre. Est-ce qu'on va réussir, nous, une fois qu'on a réussi cet événement, une fois qu'on a été capable d'accueillir le monde entier et de montrer notre meilleur visage, est-ce que ça va être vecteur de transformation pour nous et pour nos ambitions? C'est ça le challenge. Parce que réussir les événements, on a toujours su les réussir et ça a toujours été un carton. Maintenant, garder cette confiance, comprendre que les réussites de la Coupe du Monde, c'est le fruit d'un travail de 20 ans. Ouais. C'est pas un hasard, c'est pas venu comme ça, comme l'a expliqué avec beaucoup de légèreté Yacine Bono, Général Darkin, demi-finale. C'est un travail d'une vingtaine d'années d'investissement, d'accompagnement, ne serait-ce, on nous dit, ouais, beaucoup ont été formés à l'étranger, mais juste pour qu'ils choisissent de jouer pour le Maroc quand ils sont à ce niveau-là, c'était énorme. Juste qu'ils choisissent de jouer en prenant en compte nos valeurs marocaines. Oui. Ils ont joué pour leurs parents, ils ont joué pour leur pays, leur maman était là, leur papa était là, et c'est eux d'abord qu'ils voulaient rendre fiers quand ils étaient sur le terrain. Et tout ça, c'est une vision de Sa Majesté qui a été mise en œuvre. Un travail avec des succès, avec des échecs, avec des redirections, avec des investissements lourds en infrastructure, des terrains de proximité qui ont été mis partout, des académies qui ont été mis, des clubs qui ont été structurés, des jeunes Marocains de la diaspora qui ont été détectés de leur plus jeune âge, encadrés, mis dans les meilleures conditions quand ils étaient là, accompagnés, y compris dans leur club, etc. Tout ça, c'est le fruit d'un travail.
la réussite de l'industrie automobile, c'est le fruit d'une vision et d'un travail. Et donc, la valeur travail est une valeur essentielle. Y croire, l'ambition, c'est bien, et c'est important, c'est le premier pas, et c'est 50% du chemin. Donc, débrider l'ambition, ça, c'est essentiel, mais comprendre que avancer vers l'ambition, c'est des efforts et de la sueur. Aussi, durant cette Coupe du Monde qui est passée, on a senti vraiment un regain du patriotisme. Je sais que vous êtes papa de 2 enfants, 2 garçons, il me semble, et on vous connaît ce sens patriote. Qu'est-ce que vous leur dites sur leur pays, son histoire, sa culture, pour leur transmettre ce sens du patriotisme? Écoutez, c'est une vie de tous les jours. On vit en tant que Marocain, on se nourrit de la culture marocaine, on s'approfondit dans notre histoire, dans notre présent, dans notre futur. Ils font partie de ce corps. Et le premier challenge, c'était de les faire adhérer, pas en tant que citoyens du monde, oui certes, mais qu'ils appartiennent à une communauté. Et vous savez, c'est très compliqué aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, où les communautés se construisent de manière différente. On commence à avoir des affinités partout dans le monde de manière extrêmement facile. On commence à communiquer et à porter des causes et des projets communs si on n'a pas cette structure, si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas d'où on vient, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on porte comme héritage, mais qu'est-ce qu'on porte comme ambition, qu'est-ce qu'on porte comme responsabilité vis-à-vis de notre première famille, qui est la famille de notre pays, on se perd en chemin et on commence à appartenir à des groupes ou à des communautés ou à des causes des fois qui viennent même nous détruire et détruire notre identité. Voilà. Ce que j'apprends à mes enfants, c'est que c'est chez eux, c'est leur maison. Notre pays, c'est leur maison. Ils y ont toute leur place et ils ont des responsabilités dedans pour contribuer à d'abord l'entretenir et puis à la développer et à accompagner son essor, et qu'ils sont extrêmement privilégiés dans cette maison et qu'il y en a d'autres qu'ils doivent aider à mieux se sentir et à trouver leur place aussi dans cette maison. Absolument, tout à fait. Puis il y a cette belle citation qui dit aussi que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et c'est important aussi de rester ancré. Nous, on vient du même endroit. Oui. Mais l'important, c'est que cet endroit soit le meilleur possible pour tout le monde. Pour tout le monde, et de manière inclusive, absolument. Monsieur le ministre, si vous le permettez, j'aimerais qu'on s'inspire un peu plus des traits de votre personnalité. Il y a une autre jolie citation que j'aime bien qui dit que la colère, c'est la rage du cœur. C'est une émotion qui est très utile parce qu'elle nous fait connaître des valeurs profondes, aussi nos limites. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère, monsieur le ministre? La mauvaise foi. Ouais. Je déteste la mauvaise foi. Ouais. C'est très dur parce que je la rencontre souvent. Et c'est ça qui me met le plus en colère, la mauvaise foi. Alors, avec l'âge, on apprend à maîtriser ses colères, à orienter ses colères, parce qu'on choisit ses combats. Et je préfère orienter ma colère vers un élan positif aujourd'hui, quand j'y arrive, que dans un élan destructeur. Mais effectivement, la colère, c'est une énergie très très forte. Ouais. Et tout l'enjeu, quand on en porte, et tout le monde en porte, c'est de savoir la canaliser, l'orienter vers quelque chose de constructif. C'est ça, tout à fait, absolument. Quelles sont les valeurs qui vous sont chères? Je vais faire simple. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Tout est concentré là-dedans pour moi. Bien sûr, les valeurs de cette belle religion qui nous rassemble, qui sont des valeurs qui commencent par l'adhésion à un projet, l'adhésion à une conviction, l'adhésion à une foi, qui passe aussi par cette prière qui est un acte magnifique, d'abord de modestie, de soumission, d'humilité et en même temps de méditation. Ensuite par cette période de jeûne qui est splendide, qui est une compréhension de la souffrance de l'autre, de l'autoprivation pour mieux ressentir l'autre, puis après donner à l'autre. Le don est quelque chose d'exceptionnel.
puis après se retrouver en communauté et dans le vivre ensemble. La patrie, c'est quelque chose qu'on porte au cœur, c'est notre communauté à nous, c'est notre maison à nous, c'est notre famille à nous, avec notre roi, que Dieu l'assiste, le préserve et le renforce, qui nous guide, qui nous inspire, qui nous oriente, derrière lequel nous essayons de faire au maximum pour faire avancer des choses et aussi le rendre fier de nous. Dieu, la patrie, le roi, Allah, al-Watan al-Malik, c'est quelque chose, c'est les valeurs qui me guident. Allah, al-Watan al-Malik, absolument. L'année dernière, vous aviez accompli le Hajj, oui. Vous aviez guidé la délégation. Il y a des professionnels qui font ça de manière très très bien. Officielle du Maroc, en tout cas. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce qu'il y a une anecdote en particulier que vous gardez? Oui. Alors, Arafat, un moment exceptionnel. Et vous savez, j'ai perdu ma maman en 2018, le 5 avril 2018, l'Alhama. Puis j'avais jamais fini et complété mon deuil. Et je l'ai fini le jour d'Arafat, au moment où on faisait les doigts. Voilà, c'était un moment très très fort pour moi. Magnifique, merci beaucoup pour ce partage. C'est quelque chose que je porte aussi dans mon cœur. Mon père nous a quittés en 2024, et je pense aussi clôturer cela avec un Hajj, Inch'Allah. Monsieur le ministre, j'aimerais bien vous poser la question de savoir s'il y a une leçon de vie qu'on vous a racontée, peut-être quand vous étiez plus jeune ou plus petit, et que vous portez toujours en vous aujourd'hui, qui vous guide, qui vous a guidé, que vous pourriez partager avec nous. Je peux le dire en arabe? Bien sûr. La citation qui me revient souvent à l'esprit, c'est Tahaja Matralek. Que rien ne te fasse peur. Tahaja Matralek. Ça, c'est comme un motto qui revient dès qu'on est en hésitation. Je me pose des questions. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Oui, mais dès qu'il y a la conviction que c'est bien, même si c'est une montagne, Tahaja Matralek. Super. J'en ai une autre qui me parle dans le même sens qu'on me disait souvent, Kbrhat Srar. Oui, alors ça c'est assez téméraire, quoi. Kbrhat Srar, c'est quand on veut faire grossir un problème, comme ça tout le monde se calme. Non, moi c'est juste pour l'engagement. Alors c'est lié aussi à une tendance, je pense que les personnes qui sont autour de moi pourront le confirmer. Oui. À toujours être mal à l'aise quand je suis dans une zone de confort. Et donc, je fais tout pour en sortir. Et c'est une dynamique, j'ai dû lire ça quand j'étais plus jeune, où tout progrès passe par le fait de sortir de sa zone de confort. Absolument. Et voilà, donc j'essaye toujours de sortir de ma zone de confort, de faire sortir les écosystèmes qui peuvent adhérer de leur zone de confort pour aller chercher plus haut, plus fort, plus loin. Absolument. Parce qu'en fait, finalement, ce qui nous procure un sentiment d'accomplissement, c'est le fait de continuer à évoluer et rester dans sa zone de confort, c'est arrêter de grandir, c'est arrêter d'évoluer. Et pourtant, c'est tellement confortable parfois. C'est très confortable. Ça s'appelle zone de confort. Absolument, absolument, tout à fait. Alors, on dit qu'on n'apprend rien de ses succès et qu'on apprend tout de ses échecs. Est-ce que vous pourriez nous partager une situation qui a été particulièrement challengeante pour vous, peut-être difficile à vivre? Est-ce que vous en avez retiré? Il m'est arrivé 2 fois dans ma vie de perdre mon emploi. Et c'était pas des moments faciles, d'être en situation d'échec plusieurs fois dans ma vie, y compris parfois dans mes études, de me retrouver dans la vie professionnelle ou dans mon parcours dans des situations de blocage très lourdes qui nous apprennent à se relever, repartir ou contourner ou trouver des solutions alternatives ou changer de comportement. Voilà, il y en a plein. Je pense que, comme vous le dites, on mesure non seulement la résilience, mais aussi l'humanité des gens. La profonde humanité des gens, elle vient souvent de grandes blessures. Ça, c'est vrai.
C'est tout à fait vrai, absolument. Après, le challenge, je pense, pour beaucoup, pour nous tous, c'est de savoir se relever après des moments difficiles. Et du coup, c'est intéressant, c'est pour ça que je vous pose aussi la question, de savoir vous puiser dans quoi lorsque vous passez par des moments difficiles, en fait. Qu'est-ce qui vous permet de rebondir, d'aller de l'avant Voilà, c'est une bonne réponse. C'est ça finalement, une leçon de vie qui nous accompagne. Alors, Monsieur le Ministre, vous avez un agenda extrêmement chargé, de par votre fonction. Je me pose la question, qu'est-ce qui vous permet de tenir? Comment vous rechargez vos batteries? Qu'est-ce qui vous permet de garder l'esprit clair et de maintenir ce rythme effréné? Se sentir en mission. D'accord. Se sentir une responsabilité. Cet abîme que je vous ai décrit au début. Ouais. C'est énorme. C'est le purpose, c'est le sens. C'est énorme de savoir qu'on participe à l'amélioration ou la détérioration de la vie de millions de personnes. Et que chaque décision qu'on prend ou qu'on ne prend pas, chaque heure qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, peut avoir une influence positive ou négative sur les gens. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 12 heures de travail dans la journée, vous êtes crevé à la fin de la journée, et vous avez un dernier rendez-vous, c'est un potentiel investisseur qui vient, qui va créer 500 ou 1000 jobs ou 100 jobs. Vous pouvez vous dire, je suis crevé, je rentre chez moi. Et puis il est en train d'hésiter, et puis il se peut que pendant cette réunion, il décide de passer de 500 à 5000 jobs. Et ça change la vie d'une petite ville. Et voilà, et donc c'est ce sens de la mission. Ça peut ne pas être un investisseur, ça peut être une personne, je vais vous donner aussi un autre exemple, que vous n'avez pas reçu et qui peut avoir une influence sur une autre, qui peut changer la vie aussi de beaucoup de jeunes. Et donc voilà, on essaye de faire au maximum avec ce sens et ce sentiment que chacun, chaque rencontre, chaque sujet, chaque dossier doit être traité avec la plus grande diligence et le plus rapidement possible pour avoir le meilleur impact et utiliser pleinement notre potentiel. Toujours cette obsession. Absolument. Merci beaucoup pour ce partage. Nous arrivons presque à la fin de l'épisode. Je n'ai pas senti le temps passer, mais j'aimerais vraiment pas. Mais j'aimerais vraiment vous parler de la jeunesse, la nouvelle génération. Si vous aviez un message à leur passer, ce serait quoi? Je pense plus spécifiquement aux personnes qui souhaitent entreprendre et qui n'ont pas forcément l'assise financière derrière, qui ne savent pas trop par quel bout le prendre, mais qui ont envie d'avoir un véritable impact pour leur pays. Où commencer? Quel conseil? Je vais être tout à fait honnête et tout à fait franc. Les gens savent que je suis direct, honnête et franc, même en disant des choses qui parfois ne me plaisent pas. D'abord, tout le monde n'est pas entrepreneur. Sur une classe d'âge, il y a une personne sur 10 en moyenne qui est entrepreneur. Donc essayez, faites-le. Mais c'est beaucoup de boulot. Entreprendre, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup plus de travail que être salarié. Parce que quand on est salarié, on a un patron. Quand on est entrepreneur, on en a 30 ou 40 ou 100 ou 1000 qu'il faut aller convaincre, et ils ne sont pas obligés de travailler avec nous. Et donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Après, si vous sentez que vous avez cette envie profonde en vous, cette énergie et une idée qui a un impact, ne le faites jamais pour de l'argent. Entreprendre pour de l'argent, c'est déjà échouer à la première étape, au premier étage. Faites-le si vous avez une conviction profonde, si vous avez une idée forte qui vous tient à cœur, qui va changer quelque chose dans le monde, d'une manière ou d'une autre. Et une fois que vous avez cette conviction et que vous savez que le parcours va être difficile, toutes les portes s'ouvriront. La dernière question que je pose à tous mes invités, très bien, que j'aimerais bien vous poser également. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné? Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné? C'est celui-là, c'est de ne jamais s'installer dans sa zone de confort, toujours essayer d'en sortir. Très bien. Quel est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné? Un jour, quelqu'un de bienveillant d'ailleurs, m'avait dit, écoute, tu ris trop fort, ça gêne. Tu devrais rire moins fort. Je trouvais ça ridicule. Je confirme. Et je pense que c'est le pire conseil qu'on m'ait donné. Rien de mieux que la spontanéité et un rire franc. Voilà.
Monsieur le ministre, merci encore pour votre confiance. C'était un honneur de vous recevoir. Merci à vous, c'était un plaisir et j'ai pas vu le temps passer. Et j'ai vraiment pas vu le temps passer. Merci encore et à très bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir investi votre temps avec nous. Vous trouverez les liens vers nos pages LinkedIn et Instagram dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de votre feedback, du passage qui vous a le plus marqué. C'est un plaisir de poursuivre la conversation avec vous et nous prenons le temps de répondre à chacun et chacune d'entre vous. Dernière chose, et c'est vraiment important pour continuer à faire grandir ce podcast, mettez une note 5 étoiles et un avis sur YouTube, Apple Podcast ou Spotify. Abonnez-vous à la chaîne et partagez avec vos amis ou collègues. C'est vraiment ce qui permet de donner plus de visibilité à ce contenu et en faire bénéficier le plus grand nombre. Mille merci à vous, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.